Module 1, vidéo 4, on va parler aujourd'hui de fiscalité, des résultats d'activités de marchands de biens, comment sont imposés les marchands de biens. On va également parler de l'engagement de revente et de cette particularité qu'ont les marchands de biens de pouvoir bénéficier de frais de mutation réduits. Donc ces économies liées aux frais de mutation, pourquoi, comment, c'est pas de la magie, et je vais le détailler tout ça. Et puis on va parler d'IR, d'IS et de fonctionnement de la rémunération du fisc sur les opérations de marchands de biens. Alors, vous avez compris, on est sur une activité professionnelle en tant que marchand de biens. Qui dit activité professionnelle dit elle pourrait se pratiquer à titre personnel, en tant que personne physique, moi, Benjamin, pratique cette activité, ou alors au travers d'une entité qui s'appelle une personne morale, une société type SAS, SARL, ou SASU, SARLU, EURL. Alors, on pourrait effectivement fonctionner à titre personnel et travailler à titre personnel. Néanmoins, qu'est-ce que ça occasionne et comment sont imposés les bénéfices sur cette activité-là? Eh bien, on serait sur du bénéfice industriel et commercial, ce qu'on appelle du BIC, avec une imposition à titre perso qui pourrait faire très mal, notamment sur une activité de marchand de biens. C'est l'imposition en fait à titre personnel, et c'est-à-dire que vous feriez une opération avec une marge, je vais faire très simple, de 100 000 euros. Vous seriez taxé sur une tranche marginale d'imposition à plus de 40%, à titre personnel, qui est assez compliqué à gérer et à tenir. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne pratique quasiment pas ou jamais de faire des opérations de marchand à titre perso. C'est pour ça que je vais passer assez vite et on va parler de l'imposition maintenant sur les sociétés. Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une imposition à titre perso ou à travers une société, on est sur une activité professionnelle et donc c'est une plus-value professionnelle. Donc elle se déclare en fin d'exercice, que ce soit un exercice de la société ou à titre perso sur sa déclaration d'impôt. Mais à titre pro, vous n'allez pas payer la plus-value au moment de la vente de votre bien immobilier. Donc je prends l'exemple, vous avez acheté un bien 100, vous l'avez revendu 150. Normalement, si vous êtes une plus-value des particuliers, vous auriez 50 qui seraient imposés à titre de la plus-value. Là, dans les actes de vente que vous allez faire, votre société, parce qu'on va parler du cas de la société, va vendre le bien immobilier à 150 et elle va encaisser 150. Moins le crédit, la dette bancaire qu'elle avait, ou alors vous avez tout fait en fonds propres, il va rester probablement 50 000 euros sur votre compte. Qu'est-ce qu'il advient de ces 50 000 euros? Eh bien, au moment de la vente, rien de spécial. Vous n'allez pas être prélevé de quoi que ce soit par le notaire, qui ne va pas prélever et faire prendre la plus-value des particuliers. Il va dire, vous la déclarerez dans votre activité professionnelle et vous serez imposé à ce moment-là. Et c'est ce qui va se passer. Donc du coup, vous avez généralement monté une société qui est une SASU, une SAS, une EURL ou une SARL. Je ne vais pas rentrer dans le détail des sociétés là-dessus. Ces sociétés-là sont imposées à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, comment ça fonctionne? Eh bien, vous êtes imposé sur les 42 500 premiers euros de bénéfices à hauteur de 15%. Et sur la partie au-delà de ces 42 500, il y a encore une autre tranche après, vous êtes imposé à hauteur de 25%. Donc si on prend l'exemple assez simple qu'on a pris juste avant, dans le cadre de votre activité, vous avez fait 50 000 euros de marge. Ces 50 000 euros vont venir, on va considérer que vous n'avez pas de charges annexes sur la société ou autre, elles ont toutes été prises, calculées, et il vous reste 50 000 euros de résultat. Donc le résultat, peut-être qu'avant de reprendre ces points-là, rapidement les trois termes, chiffre d'affaires, c'est le montant que vous allez encaisser au total. Ensuite, vous allez avoir des dépenses, ce qu'on appelle des charges. La somme des chiffres d'affaires moins les dépenses va vous donner un résultat. Et c'est sur ce résultat qu'on a la base taxable. Et donc du coup, vous allez faire un résultat, dans notre cas de figure, on avait 50 000 euros. Ces 50 000 euros vont être imposés. Alors les 42 500 premiers euros vont être imposés à hauteur de 15%. Et le solde, c'est-à-dire les 7 500 euros autres, vont être imposés à hauteur de 25%. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Et c'est comme ça que fonctionne l'activité de marchand de biens. Donc vous allez déclarer des résultats chaque année. On espère qu'ils soient le plus positif possible. Et vous allez devoir, sur ce résultat, payer de l'imposition sur vos bénéfices. Je ne vous parle pas de TVA, je vous parle vraiment d'imposition et de fiscalité pure IS. Je vous l'ai dit, à l'IR, on le pratique pas ou peu, ou c'est malheureusement quand on se fait requalifier en tant que marchand de biens parce qu'on a voulu faire ça de façon occulte
que ça pourrait arriver, mais c'est quelque chose qui est généralement, si on fait des belles opérations et des belles marges, complètement à mettre de côté et qui, au-delà de l'aspect fiscal, vous met à risque direct parce que vous êtes au-dessus, directement, en tant que personne physique, directement responsable de ce qu'il advient au bien pendant la durée de responsabilité en tant que marchand de biens. Donc, votre société fait du bénéfice, elle paie de l'impôt sur les sociétés, et au cas où votre société ne ferait pas ou peu de bénéfices, dans ce cas-là, elle en paye beaucoup moins ou pas. Il faut savoir que les taux d'impôt sur les sociétés et le plafond 15%, 25% a été rehaussé récemment et du coup c'est plutôt intéressant, donc jusqu'à 42 500 15%, au-delà 25%. Vous allez néanmoins avoir encore une somme d'argent qui est restante. Si vous avez fait par exemple ces 50 000 euros de bénéfices, ou si on prend un cas assez simple, on va prendre 100 000 euros de bénéfices, on va considérer pour la faire simple que vous avez globalement un taux moyen d'imposition à environ 20%, parce que 15% sur les 42 500 premiers euros, 25 sur le solde. Donc vous avez fait 100 000, il vous en reste 80. À qui appartiennent ces 80 000 euros? Eh bien, ces 80 000 euros, ayez bien conscience qu'ils ne vous appartiennent pas encore. Ils appartiennent à votre société et à votre structure. Cette société est indépendante. Il faut imaginer que c'est une poche qui a sa propre vie, ses propres capitaux et ses propres fonds. Et dans le cas présent, à partir du moment où elle n'avait pas d'autres dettes, etc., elle a désormais 80 000 euros de capitaux. Alors comment on peut faire pour que ces capitaux nous appartiennent? Ils vous appartiennent indirectement par le fait que vous détenez les titres de la société ou les parts de la société, selon la typologie de structure, mais ils ne sont pas à vous à titre perso. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre ces 80 000 euros, les prendre à titre perso sans être imposé à ce moment-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait la récupération, soit par le biais d'une rémunération, soit par le biais de dividendes que vous allez pouvoir récupérer cette somme de 80 000 euros et vous allez devoir à nouveau payer soit une imposition dans le cadre de la flat tax, par exemple, si vous prenez de dividendes, flat tax ou prélèvement forfaitaire, selon votre taux marginal d'imposition. Vous choisissez, actuellement on est sur du 30%, ils envisagent d'augmenter à 33%, qui comprend des prélèvements sociaux et l'imposition. Donc vous allez enlever 30% à ces 80 000 euros et c'est ce qui vous restera à titre perso. Sinon, vous pouvez choisir peut-être aussi, alors c'est un peu différent parce que la rémunération, elle se passe avant impôt sur les sociétés. Là encore, je rentre pas dans le détail, vous regarderez les vidéos sur explication, c'est quoi la différence entre la rémunération et les dividendes, mais sur les 100 000, plutôt que d'avoir 80 000 de résultats après avoir payé de l'IS, vous pourriez vous dire, je me verse un salaire. Alors oui, ça peut coûter cher en cotisation sur de la SAS, un peu moins sur de la SARL, mais vous avez en contrepartie de ça de la cotisation à des régimes de retraite, à des cotisations sociales pour les prestations de sécurité sociale notamment, invalidité, etc. Donc c'est des calculs à faire, des choses à arbitrer que vous devez faire avec votre comptable. Mais ça vous permet simplement juste de comprendre comment fonctionne l'imposition des plus-values, qu'on appelle des marges, en tout cas des résultats que vous allez faire avec votre activité de marchand de biens. Je continue avec un autre point qui est un point aussi de fiscalité particulière. Lorsque vous allez acheter des biens immobiliers en tant que marchand de biens, on va parler de l'engagement de revente. Une petite pause rapide. Si tu veux maintenant vraiment passer à la vitesse supérieure et être accompagné au quotidien, on a créé exactement ce qu'il te faut. Ça s'appelle le Cercle MDB. C'est une communauté de 150 entrepreneurs, marchands de biens qui se challengent, partagent leurs deals, leurs galères, leurs réussites et ils progressent ensemble. Et tu as accès à des coachs, à des audits d'opérations, des experts, des formations exclusives, des événements préventiels et surtout, t'es pas tout seul chez toi à te poser des questions sur comment je fais telle ou telle chose, comment je me lance et surtout, est-ce que je dois me lancer, est-ce que je dois y aller et faire cette offre, me lancer sur cette opération. Si ça t'intéresse, tu peux candidater, le lien est autour de cette vidéo, dans la description, bien évidemment. On étudiera ton profil avec précision et puis on t'appellera pour pouvoir convenir de rendez-vous, discuter de tout ça. Allez, on reprend. L'engagement de revente, c'est quoi? Je vous l'ai dit, l'activité de marchand de biens, elle nécessite une intention spéculative et l'intention en fait de revendre le bien au moment où vous l'achetez. C'est-à-dire que quand vous allez acheter, c'est un peu perturbant, mais vous vous dites, je vais déjà le revendre. Encore une fois, on est autre chose que l'investissement locatif, l'investissement long terme. Donc on va vouloir revendre ce bien avant même de l'avoir acheté. Et pourquoi on va avoir un certain avantage? Parce que si on devait payer au moment où on achète des frais de mutation pleins, ce qu'on appelle communément des frais de notaire, et au moment de la revente que notre acheteur paye des frais de mutation pleins, on serait 2 fois à environ 7-8% de frais, plus ou moins variables selon les montants, et on se retrouverait avec des bilans qui seraient encore plus difficiles à faire passer. Et donc du coup, le fisc a prévu qu'il existe
Il existe deux dispositifs. Il y en a un qui s'appelle l'engagement de construire, mais ça ne nous concerne pas. Et nous, on a un engagement qui s'appelle l'engagement de revente. L'engagement de revente, c'est quoi? C'est au moment de l'acquisition, et dans votre acte d'achat, vous devez le faire mentionner par le notaire sur l'acte, lui expliquer ça, vous êtes marchand de biens. Eh bien, vous allez lui dire, je vais acheter, mais je vais revendre. Donc pour ça, le fisc va vous faire un cadeau. Il va réduire ce qu'on appelle les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, qui sont une partie des frais de notaire, et qui vont passer à 0,715%, 0,72% au lieu de 5,8%. Donc vous économisez globalement 5% de frais de notaire, frais de mutation global, sur votre acquisition. Ce cadeau, il n'arrive jamais sans contrepartie, c'est un engagement à revendre. Donc au moment où vous achetez, vous vous engagez à revendre le bien dans un délai. Ce délai, il est de 5 ans à partir de la date d'acquisition, et il est réduit à 2 ans dans le cas où vous avez déclenché le droit de préemption des locataires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous bénéficiez en fait de cet avantage, vous, au moment de l'achat. Donc vous passez globalement de 7-8% à, je dirais, allez, 2,5-3% de frais de mutation au global, des fois même un peu moins. Je vous parlerai des assiettes et des montants parce qu'il y a des frais fixes et des frais variables. Donc vous allez pouvoir diminuer votre montant de frais de mutation, frais de notaire, globalement. Mais pourquoi? Eh bien, parce que vous allez revendre le bien. Vous allez revendre le bien, et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez revendre le bien? Votre acquéreur final va payer plein pot les frais de mutation, et peut-être même plus important, parce qu'il va les payer sur une base plus importante normalement. Admettons que vous avez acheté votre bien à 100 000 euros, vous allez payer, vous, à peu près 3% de frais de mutation, donc 3 000 euros. Et puis votre acheteur final à qui vous allez revendre le bien, parce que vous avez fait des travaux, etc., à 200 000, lui, il va payer 8% sur les 200 000. 7 à 8% sur les 200 000. Donc du coup, on va être plutôt sur 16 000 euros pour lui. Alors oui, certes, on vous aurait fait payer vous, et lui, l'État aurait pu se toucher, mais pas sûr que les bilans économiques tournent. Donc vaut mieux faire payer quelqu'un sur un montant un peu plus important. C'est ça l'engagement de revente. Engagement de revente, quelques spécificités et quelques précisions là-dessus. Je vous l'ai dit, on n'est pas obligé de le prendre au moment de la promesse, on peut le prendre qu'au moment de l'acquisition. Il porte sur le montant du prix d'achat. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Il porte sur le montant du prix d'achat. Admettons, vous achetiez un bien 100, et vous allez le diviser en 2 lots, ou alors on va faire plus simple, on va le diviser en 4 lots, et vous allez revendre par exemple chacun des lots, vous avez divisé 100, le prix d'achat, en 4 lots, vous allez revendre chaque lot 50 000 euros. Vous n'avez pas besoin de revendre les 4 lots pour avoir respecté votre engagement de revente. Il est clairement spécifié dans le BOFIP, qui est un peu notre Bible sur la partie fiscale, que l'engagement de revente sera reconnu comme étant respecté à partir du moment où vous aurez revendu au moins autant que le montant de votre achat. Donc vous revendez 2 lots à 50 000, vous aurez respecté votre engagement de revente et vous êtes libre de revendre plus tardivement ou pas les autres lots par la suite. Ça, c'est une précision importante que beaucoup de gens ne maîtrisent pas et n'ont pas en tête. Ça arrive souvent dans le cadre de division de plusieurs lots, où on se retrouve avec certains lots qui ne sont pas revendus et une forme de stress chez des marchands de biens qui se diraient « Ah mais comment je vais faire? Je vais devoir régulariser des frais, etc. » La deuxième précision, c'est que l'engagement de revente court à partir du moment de la première acquisition qui a ouvert droit à l'engagement de revente. Ça veut dire quoi? Ça arrive dans certains cas de figure. Un premier marchand de biens achète un immeuble, il va prendre un engagement de revente, il revend au bout de, admettons, 3 ans des lots. Vous êtes à nouveau marchand de biens et vous reprenez l'engagement de revente. Les 5 ans ne repartent pas à partir de cette date-là. Les 5 ans courent à partir de la première date d'ouverture de l'engagement de revente. Donc il vous restera plus que 2 ans à vous pour pouvoir bénéficier de cet engagement de revente et uniquement 2 ans pour pouvoir solder le bien. Sinon, frais de mutation plein. Alors c'est le cas qui arrive derrière et que je voulais aborder, c'est quoi les risques de ne pas respecter l'engagement de revente? Le cadeau du fisc, il est pour une durée, je vous l'ai dit, 5 ans ou 2 ans selon le cas de figure. Si vous ne respectez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous allez devoir simplement régulariser les frais de mutation à taux plein. Donc vous allez devoir sortir 5% du montant. Si vous l'avez respecté partiellement, c'est des prorata qui sont faits par le fisc et qui sont calculés. Vous allez également prendre des intérêts et des pénalités de retard depuis la date d'acquisition initiale. Donc ça peut coûter un peu d'argent. L'idée, c'est d'essayer de respecter cet engagement de revente et de comprendre comment ça marche. En pratique, je vous l'ai dit, on est sur des frais de mutation réduits pour des marchands de 2,5 à 3%, c'est ce qu'on marque généralement. Néanmoins, il faut savoir que vu qu'il y a des frais fixes et des frais variables sur ces frais de mutation au sens large. Globalement, j'ai fait les calculs et je vous les donne tout de suite. Sur 100 000 euros d'acquisition, vous êtes à environ 3,6% de frais de mutation.
Sur 250 000 euros d'acquisition, on va être à 2,5%, donc environ 6 000 euros. Pour 500 000 euros d'acquisition, on tombe à 2,14%, environ 11 000. Et pour des acquisitions à 1 million d'euros, on est en dessous des 2%, on est environ à 96%, soit 20 000 euros de frais de mutation pour des sommes aussi importantes d'achat. Donc comprenez bien que ce cadeau-là, il est fait pour une bonne raison, c'est que vous allez revendre. Comprenez bien aussi qu'il faut bien le mentionner à votre notaire lorsque vous allez acheter, sinon vous allez payer des frais plein pot alors que vous pouvez bénéficier des frais réduits. Et comprenez aussi que pour bénéficier de cet engagement de revente, vous êtes un vrai professionnel. Vous devez être certaines conditions pour pouvoir en bénéficier, mais être un assujetti à la TVA. Pas n'importe qui ne peut le faire. Et vous devez respecter réellement ces engagements. Sinon, attention, la douloureuse pourrait vous coûter cher si vous ne respectez pas votre engagement. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a parlé de fiscalité, imposition du marchand de biens, IS. On est généralement à l'IS. On a parlé également de à qui appartient l'argent une fois qu'on a été imposé, peut-être des éléments de rémunération. On y viendra plus en détail dans la partie entrepreneuriale et gestion de société. Et on a parlé de l'engagement de revente avec les délais, les cas pratiques, les cas concrets, sur quelle base elle portait et le délai pour le respecter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires ou si vous avez eu des apprentissages ou des éclaircissements grâce à cette vidéo, ça me fera plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. On va aborder dans la prochaine vidéo un module, je pense, qui est intéressant pour vous, qui concerne la TVA immobilière et la TVA du marchand de biens, qui fait peur à beaucoup de gens, qui fait beaucoup de casse-tête dans certains cas de figure assez particuliers. Mais on abordera ça dans une vidéo dédiée parce que je pense que c'est important que vous ayez un contenu clair à ce sujet. Salut, à très bientôt et on se dit à la prochaine vidéo.